Bonjour à toutes et à tous, je me présente, mon nom est Fabienne Michels, je fais partie de l'équipe commerciale du service Key Private, qui est la gestion de patrimoine de Key Trade Bank. Alors le but de cette présentation, c'est justement de vous informer sur notre service, notre solution Key Private, qui est de la gestion discrétionnaire et qui a été lancée par Key Trade Bank il y a maintenant quelques années. Avant d'aller plus loin, il me semble important de clarifier certains termes, d'abord bien comprendre ce que c'est de la gestion de patrimoine, ce que c'est de la gestion discrétionnaire. Alors comme son nom l'indique, de la gestion de patrimoine, c'est confier la gestion de ses avoirs à un gestionnaire financier, professionnel dans le domaine. De la gestion discrétionnaire, c'est lorsque le gestionnaire va prendre les choix d'investissement pour le client. Donc le client délègue totalement la gestion de son portefeuille. Bien entendu, les choix d'investissement sont faits en fonction du profil de risque du client, chaque client ayant une aversion au risque différente. Il existe bien entendu différents profils, différents niveaux de risque. Alors on pourrait dire que la gestion de patrimoine s'adresse à tout type de client. Aussi bien le client qui n'a pas le temps de gérer ses avoirs, qui n'a pas l'envie, qui n'a pas les connaissances ou l'expérience dans le domaine. Ça s'adresse aussi à l'investisseur actif qui gère lui-même son portefeuille mais qui souhaite trouver une solution de diversification dans un autre type de placement. Ça s'adresse aussi aux clients traditionnels qui habituellement laissent plutôt son épargne sur un compte épargne et l'on sait qu'aujourd'hui les taux sont très bas et qui recherchent justement un taux potentiellement plus élevé. Alors dans cette présentation, nous allons aborder différents thèmes. D'abord la question de pourquoi investir, pourquoi trouver d'autres solutions que le simple compte épargne et quels sont les avantages mais aussi les risques des autres solutions d'investissement. Nous allons également ensuite aborder un thème important dans la gestion d'un portefeuille, ce sont les émotions. Et on verra que les émotions peuvent parfois faire prendre des mauvaises décisions en termes d'investissement. Nous vous expliquerons ensuite notre solution, le Key Private, et comment y souscrire. Alors pour parcourir ces différents thèmes, je ne suis pas seule. J'ai à mes côtés M. Geert Van Erck. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors Geert est le président du comité d'investissement de la gestion discrétionnaire Key Private. Alors voilà, abordons peut-être le premier thème. Oui. Donc comme je l'ai dit, rester aujourd'hui en compte épargne, mais c'est évidemment, on sait que les taux sont très très bas, donc il y a d'autres solutions d'investissement, oui, mais qui présentent évidemment des avantages, aussi des risques. Peux-tu nous expliquer un peu plus en détail ces avantages et ces risques? Oui, évidemment, je pense que chaque investisseur a comme but de faire accroître son patrimoine. Donc en haut, vous voyez un peu le plan que chaque investisseur a dans sa tête, mais la réalité est toujours très différente. J'en suis sûr, dans les années qui arrivent, nous ne pouvons nous attendre à parfois des marchés défavorables. Mais on aime quand même arriver à réaliser notre objectif, c'est de faire accroître notre patrimoine. Aujourd'hui, on connaît la réalité. Le Belge est un investisseur conservatif, le Belge n'aime pas trop de risques. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'argent sur les carnets d'épargne, mais la réalité est que le taux est très très bas. Nous sommes à presque 0% sur un compte d'épargne. Et on ne tient pas compte de l'inflation. Si on tient compte de l'inflation, on perd aujourd'hui avec un carnet d'épargne. Donc, beaucoup d'investisseurs se posent la question, oui, je veux obtenir, je veux réaliser un rendement plus élevé. Et si vous souhaitez réaliser un rendement plus élevé, il faut évidemment plus investir en actions. Pourquoi? La raison est très, très simple. Sur le long terme, on gagne avec un investissement en actions. Et si vous regardez un peu l'histoire des États-Unis, parce que là, on a beaucoup de chiffres, beaucoup de données historiques, et on voit que sur le long terme, on gagne avec des actions, avec un investissement en actions. On gagne plus avec un investissement, en obligations ou de rester en liquidité. Donc, évidemment, plus investir en actions pour arriver à un rendement plus élevé
dans le futur. Donc effectivement, investir en actions, c'est la meilleure solution à long terme. Néanmoins, ce n'est pas toujours de tout repos. On sait que les marchés d'actions peuvent parfois être très volatiles. Oui. Et donc, il faut pouvoir accepter aussi que par moment, les marchés sont en baisse. Oui, ça de nouveau, c'est une première leçon. Chaque investisseur doit accepter qu'il existe des cycles sur les marchés boursiers. Ici, vous voyez de nouveau l'histoire de l'indice S&P 500. C'est l'indice qui représente les actions américaines. Vous voyez qu'il existe beaucoup de phases haussières où on peut gagner beaucoup avec un investissement en actions. Mais vous constatez aussi que chaque tendance haussière est suivie par une phase baissière, par une correction. Donc il existe des phases haussières, des tendances positives pour les actions, mais aussi parfois la tendance haussière est interrompue par une phase baissière. Il faut l'accepter. Mais, de nouveau, on voit que le cycle haussier est très très long. En moyenne, ça prend 6 ans. D'ailleurs, la phase de correction, les marchés baissières, sont parfois très très violentes, mais aussi court terme. La durée moyenne est à presque 1 an, 13 mois. Donc de nouveau, la phase haussière est très très payante pour un investisseur en actions, mais il faut parfois accepter une correction, une tendance négative qui est parfois très volatile et très vite, très rapide, mais très court terme. Et donc, on termine cette partie avec une vue sur les performances les performances annuelles de l'indice S&P 500. Donc ici, vous voyez les performances depuis l'année 80. Et chaque année, dans la majorité des cas, il y a une performance positive avec un investissement en actions américaines. Si on prend par exemple l'année 2016, un investisseur réalise une performance de 12 mois avec un investissement en actions américaines. Mais de nouveau, pour arriver à ce 12%, il faut accepter pendant l'année 2016 une petite correction de 10%. Donc sur le long terme, sur le court terme, il y a des cycles haussiers et parfois une petite correction. Il faut simplement l'accepter. Effectivement, ne pas paniquer dès qu'il y a une baisse des actions. Alors j'ai envie de dire, c'est facile à dire, mais c'est moins facile à faire parce qu'il y a quand même le côté émotionnel aussi qui intervient chez les investisseurs, qui interfère parfois dans les choix d'investissement. On a tendance à acheter quand tout va bien, quand les marchés sont hauts, et parfois à paniquer et à vendre quand les marchés sont bas. Alors peux-tu nous expliquer ce côté émotionnel qui intervient dans les choix et chez l'investisseur? Oui, le côté émotionnel, l'aspect psychologique est très très important sur les marchés. Évidemment, quand les marchés montent, quand la tendance est positive, quand il est relativement facile de gagner avec des actions, beaucoup des investisseurs deviennent, après un certain temps, très très optimistes, très très positifs. Et il y a des indicateurs qui montrent le sentiment parmi les investisseurs. Et quand le sentiment est très très positif, quand tout le monde est très très optimiste, il faut faire attention. Parce qu'à ce moment-là, les risques montent. Et un retournement de la tendance est parfois très très proche. Donc, de nouveau, quand le sentiment est positif, il faut faire attention. Aussi, quand le sentiment est très très négatif, quand beaucoup des investisseurs sont très très négatifs pour les marchés, cela représente une opportunité à l'achat. Donc, avoir une vue sur le sentiment parmi les investisseurs est très très important. Quand tout le monde est optimiste, il faut faire un petit peu d'attention. Quand tout le monde est très pessimiste, il faut être réaliste et oser de rentrer dans les marchés. Et on a aussi un graphique qui montre la réalité. Donc, parce que, Fabien, c'est parfois facile de dire gérer tes émotions, mais la pratique est parfois très très difficile. Parce qu'ici, ce graphique le montre très très bien. Ici, en noir, vous avez de nouveau l'indice S&P 500. Et vous voyez les deux corrections, celui de 2000 et celui
de 2007. En bleu, vous voyez les flux vers les fonds traditionnels, les fonds investis en actions. Par exemple, en 2000, vous voyez que les marchés montent et il y a énormément de liquidités qui rentrent dans les fonds. Ça veut dire que tout le monde veut participer à la hausse. Tout le monde est optimiste, tout le monde pense à les bourses vont continuer à monter, je veux profiter de la hausse, donc j'achète un fonds qui est investi dans les actions. Là, donc, quand tout le monde achète, il faut faire attention, l'optimisme est très très présent sur les marchés. Et voilà la réalité, parce que vous voyez, tout le monde a pratiquement acheté au top, puis il y a la correction, il y a la chute de l'indice de 2000 à 2002, et puis au plus bas, la grande majorité des investisseurs commencent à vendre leur participation dans le fonds. C'est-à-dire, au top du marché, ils ont acheté des fonds pour participer à la hausse, le marché chute, et au pire moment, on désire de vendre. Donc, on vend au pire moment. Justement, c'était un niveau qui était très intéressant sur le long terme. Donc, le pessimisme a été très, très négatif. En 2002, tout le monde a quitté le marché. Et donc, de nouveau, vous voyez très, très bien que cela a représenté une occasion, une opportunité à l'achat. Donc, voilà un peu, en réalité, les émotions et l'aspect psychologique parmi les investisseurs. Alors il y a effectivement les émotions qui peuvent influencer les choix d'investissement, mais il y a aussi toutes ces informations que l'on peut lire dans les journaux, sur Internet, les réseaux sociaux aussi. On lit souvent des prévisions faites par des grands gestionnaires. Alors est-ce que l'on peut vraiment se fier à toutes ces prévisions? Non, je ne pense pas. C'est parfois très très difficile et parfois aussi très très dangereux de suivre certains, ce qu'on appelle des gourous. Je m'explique. Donc aujourd'hui, évidemment, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a beaucoup de gens, des économistes, des analystes, des gestionnaires qui font des prévisions. Aujourd'hui, vous pouvez lire un article de quelqu'un qui dit « c'est le moment d'acheter des actions ». Et quelques heures plus tard, vous pouvez rencontrer un article d'un analyste qui dit « ah non, je suis très pessimiste pour les marchés ». Alors, dans ce cas-là, il est très très difficile à gérer le portefeuille. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui a raison? Et donc, nous pensons, dans le comité d'investissement de Key Private, qu'il est vraiment très très difficile de faire des prévisions. On ne va pas faire des prévisions. Et pour le montrer, ici, j'ai un slide avec quelques commentaires de Jim Rogers. Jim Rogers, c'est quelqu'un qui est très connu aux États-Unis, aussi en Europe. Il a déjà donné aussi des présentations en Belgique, mais il est très très connu. Il a eu des grands succès dans le passé, et de cette raison, beaucoup de gens le suivent et lisent ses analyses. Et ici, j'ai pris quelques commentaires de lui, de 2011 jusqu'à 2017, et toujours des commentaires sur la bourse américaine. Et chaque commentaire a été négatif, a été pessimiste. Donc Jim Rogers, pendant quelques années, a été très négatif pour le marché américain. Et on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé sur le marché américain. En fait, le S&P 500 a très très bien performé de 2011 jusqu'à 2017. Donc si vous avez suivi les commentaires de Jim Rogers, je ne pense pas que vous avez participé à la hausse. Et voilà donc un exemple pour dire qu'il est très très difficile de suivre ou de faire des prévisions. Alors une question qui revient très souvent chez nos clients, c'est la question du quel est le bon moment pour investir. C'est ce qu'on appelle la question du market timing. C'est vrai qu'idéalement, il faudrait pouvoir acheter quand c'est au plus bas et vendre quand c'est au plus haut. Bien sûr, ça c'est très très compliqué. Alors est-ce que faire du market timing dans les investissements, est-ce que ça a vraiment du sens? Oui, nous sommes d'avis qu'il y a du sens. Il y a des gens qui disent « ah, le market timing, non, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas ». Moi, en tout cas, et le comité d'investissement, nous avons un autre avis.
Ici, de nouveau, dans le tableau, vous voyez la performance annuelle de l'indice S&P 500 de 2000 jusqu'à presque fin 2019. Pendant cette période, le S&P 500 a fait une performance annuelle de presque 6%. Mais en haut, vous voyez que si vous arrivez à éviter les jours les plus négatifs, les jours les plus pires pour le marché, vous réalisez un rendement qui est nettement plus élevé que la performance annuelle de l'S&P 500. Donc, voilà, nous sommes d'avis que le market timing marche. Donc, on va essayer de faire du market timing. Comment est-ce qu'on le fait? On le fait en regardant le graphique mensuel de l'indice MSCI, All Countries World Index. C'est l'indice de référence pour les actions mondiales. Toutes les grandes actions se trouvent dans cet indice. Ce que vous voyez ici, c'est l'indice, le graphique mensuel qui commence en 2004-2005. Et vous voyez la chute de 2007 à 2009 et puis la hausse depuis mars 2009. Nous avons ajouté notre indicateur préféré, c'est-à-dire la moyenne mobile sur 12 mois. Et comme nous appliquons un peu de market timing dans la prise de décision dans notre comité d'investissement, on regarde chaque mois cet indice. Et on va voir si l'indice se trouve au-dessus de la moyenne mobile, ça veut dire qu'on doit être investi dans le marché. Les actions doivent être présentes dans nos portefeuilles. Si l'indice se trouve en dessous de la moyenne mobile, le comité d'investissement devient plus défensif dans l'allocation de nos portefeuilles. Et vous voyez, cet indicateur très simple, la moyenne mobile sur 12 mois, en employant cet indicateur, on évite quand même des larges corrections comme la correction de 2007 à 2009. Donc voilà, en réalité, le market timing fait par le comité d'investissement. On regarde beaucoup d'indices, beaucoup de graphiques, et on va toujours regarder est-ce que l'indice se trouve au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile. Et donc, au-dessus, on reste investi, en dessous, on devient plus défensif dans nos allocations. Et l'objectif du market timing, c'est de limiter les pertes pour les clients, pour les investisseurs en key private. Il faut bien tenir en tête, si vous perdez 50%, si les marchés commencent à de nouveau monter, il faut réaliser une performance de 100% pour récupérer la perte de 50%. Donc, il est très très important de limiter les pertes dans les portefeuilles. Si la phase de correction est terminée et de nouveau le marché commence à monter, si on limite les pertes, on va très vite récupérer les pertes. Résumons donc ces 3 points importants, mettre les émotions de côté, éviter les prévisions et surtout essayer de limiter les larges pertes. Et en fait, c'est en tenant compte de ces 3 points-là que Keytrade Bank a lancé il y a maintenant quelques années la solution en gestion discrétionnaire Key Private. Et donc, comme je l'ai dit au début, le Key Private s'adresse vraiment à tout type de clients, aussi bien le client qui n'a pas la connaissance, l'expérience au niveau des marchés financiers, qui n'a pas le temps ou qui souhaite simplement diversifier ses investissements. Alors, allons un peu plus en détail donc, dans la formule Key Private. Maintenant, concrètement, avec quels outils, comment est-ce que le Key Private est géré? Oui, et je pense qu'ici, nous avons notre première innovation, c'est qu'on emploie de la technologie dans notre gestion. Keytrade Bank a développé avec la société Gambit, une spin-off de l'Université de Liège, nous avons développé un algorithme. Un algorithme, c'est un calcul mathématique. Et cet algorithme nous aide à mieux gérer nos portefeuilles. Je pense qu'aujourd'hui, la technologie est très très puissante. Avec la technologie, avec l'algorithme de Gambit, on sait traiter, analyser énormément de données. En quelques secondes, on peut analyser les tendances
les volatilités sur les marchés et on peut proposer un portefeuille idéal pour chaque type d'investisseur. Je dis un portefeuille idéal, qu'est-ce que ça veut dire? On emploie la théorie du portefeuille moderne dans la gestion de nos portefeuilles. Et un portefeuille idéal, ça veut dire que c'est un portefeuille qui maximalise le rendement attendu en tenant compte le risque accepté par les clients. Évidemment, dans la théorie du portefeuille moderne, on cherche l'équilibre entre le rendement souhaité par les clients et le risque que le client accepte. Il est évident que quelqu'un qui aime le risque, qui aime les actions, ce type d'investisseur réalisera un rendement plus élevé qu'un investisseur plus défensif. Ici, vous voyez très clair la théorie du portefeuille moderne, donc l'équilibre ou la relation entre le risque et le rendement. Un investisseur qui est très dynamique, qui est investi plutôt en actions, il réalisera un rendement plus élevé qu'un investisseur neutre, 50% en actions, 50% en obligations. Et donc, avec l'algorithme que nous avons développé avec la société Gambit, on sait calculer pour chaque type d'investisseur, pour chaque profil de risque, le portefeuille idéal. Ça veut dire on va maximaliser le rendement attendu en tenant compte le risque accepté par le client. Donc précisons que le Key Private utilise la technologie, mais n'est pas pour autant un système 100% robotisé. Il existe des systèmes tels quels. Le Key Private, c'est vraiment la combinaison idéale entre de la technologie, mais aussi un facteur humain grâce au comité d'investissement. Alors, quel est le rôle de ce comité d'investissement? Oui. Donc, on n'a pas de la technologie, mais nous ne sommes pas un modèle 100% robotisé. Il y a toujours l'intervention humaine. Et l'intervention humaine est faite par le comité d'investissement. Dans le comité d'investissement, nous nous réunissons mensuellement. Et chaque mois, on va analyser l'économie mondiale, les tendances sur les marchés financiers, et on va regarder est-ce qu'on est dans une tendance haussière, une tendance baissière, et on va adapter donc les allocations dans nos portefeuilles. On va toujours regarder ce que nous propose le modèle de Gambit. Donc, avant chaque comité d'investissement, je fais tourner le modèle de Gambit. Le modèle de Gambit nous propose, pour les différents profils de risque, un portefeuille optimal. On va regarder, analyser ce portefeuille. Si le comité d'investissement est d'avis qu'il faut modifier certaines expositions dans le portefeuille, on peut le faire à n'importe quel moment. Et donc, quand le comité d'investissement se sent à l'aise avec les allocations dans les portefeuilles, on pousse sur le bouton et on fait les investissements. Donc, c'est toujours le comité d'investissement qui a le dernier mot. Ce n'est pas une formule automatique robotisée et donc ce n'est pas l'algorithme qui va faire les investissements pour les clients. Alors tu as parlé d'une réunion mensuelle, mais qu'en est-il s'il y a durant le mois justement des événements importants qui se passent sur les marchés financiers ou une fluctuation importante? Que se passe-t-il? Oui, donc nous avons un rythme mensuel, mais à n'importe quel moment pendant le mois, les membres du comité d'investissement peuvent se consulter parce que si quelque chose se produit sur les marchés, des événements extrêmes, on peut à n'importe quel moment modifier les portefeuilles. Donc on est toujours en contact, les différents membres du comité d'investissement sont en contact avec les autres membres. Si quelque chose se passera sur les marchés et on est d'avis qu'il faut modifier les portefeuilles, on le peut à n'importe quel moment. Et donc voilà, on a déjà parlé du comité d'investissement, on a parlé de Gambit. Et dans quelques instants, on va parler des trackers et aussi la plateforme boursière de Key Trade Bank.
Effectivement, le Key Private, c'est une solution qui a été vraiment conçue avec l'ADN de Key Trade Bank, c'est-à-dire un produit que l'on peut ouvrir, que l'on peut suivre par Internet, en ligne. Mais c'est aussi un produit où il y a très peu de frais de fonctionnement. L'idée a vraiment été de construire une solution, de proposer une solution qui ne présente pas de frais inutiles. Il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie dans le Key Private, il n'y a pas non plus de frais de transaction. Donc lorsque nous faisons des arbitrages au niveau des portefeuilles, nous ne prenons aucun frais. Seuls des frais de gestion sont prélevés qui sont de 0,75 plus TVA sur base annuelle, donc 0,91 TVA incluse. Vous pouvez bien entendu, comme je l'ai dit, suivre votre Key Private via votre accès client. Il y a un dashboard vraiment spécifiquement dédié à ce compte. C'est vraiment un compte différent de votre éventuel compte trading. Et il y a aussi, et ça c'est important à le souligner, un rapport mensuel, un rapport trimestriel pardon, qui est envoyé aux clients, et nous faisons également tous les mois une vidéo afin de mettre à jour les rendements des portefeuilles et également vous donner des informations sur les décisions prises par le comité d'investissement. Il me reste encore un point à vous expliquer, c'est le rééquilibrage. Il y a en effet dans le Key Private un système de rééquilibrage permanent. Je prends un exemple, vous avez au départ déterminé un niveau de risque de type équilibré. Un portefeuille de risque équilibré est investi plus ou moins 50% en actions, 50% en obligations. Si les marchés boursiers se portent bien, évidemment, votre partie, votre pourcentage investi en actions va augmenter et l'allocation de votre portefeuille va donc tendre plus vers un niveau de risque plus important de par cette augmentation de la performance de la poche action. Donc ce que l'on va faire au niveau du Key Private, c'est régulièrement rééquilibrer afin de revenir vraiment à ce profil qui vous correspond et qui a été établi au départ. Alors venons-en maintenant peut-être aux produits sous-jacents que l'on trouve dans le Key Private. Tu en as parlé tout à l'heure, les trackers. Peux-tu nous expliquer plus en détail ce qu'est un tracker? Et je pense qu'ici nous arrivons aux deuxième innovation des Key Private, c'est on va investir dans des trackers. Donc dans un portefeuille Key Private, on ne va pas investir dans des actions individuelles ou des obligations individuelles ou un investissement dans les fonds traditionnels. Non, Key Trade Bank a pris la décision d'investir dans des trackers, des ETF. Un tracker, un ETF, c'est aussi un fonds investi en actions ou en obligations ou en matières premières. Mais le fonds est un fonds passif. Et ça veut dire que le fonds va suivre un indice de référence. Voilà notre univers. Donc pour Key Private, nous avons établi un univers de 12 trackers. Il y a d'abord 5 sur les actions et ce sont des indices régionaux, c'est-à-dire le S&P 500 pour le marché américain, l'Eurostoxx 50 pour la zone euro, puis le Japon, les pays émergents comme la Chine ou le Brésil et les pays de la zone Pacifique comme par exemple l'Australie. Donc 5 fonds passifs, 5 trackers sur des indices régionaux. Puis il y a 5 trackers sur les différents types d'obligations. Il y a les obligations traditionnelles, les obligations d'État, mais il y a aussi des obligations un peu plus risquées comme les obligations des pays émergents. Et on termine avec 2 trackers sur les matières premières, comme par exemple un tracker qui va suivre le prix de l'or et l'autre le prix des métaux industriels comme le zinc et le cuivre. Donc j'ai employé le mot suivre. Donc un tracker ne fait que suivre un indice de référence. Je prends l'exemple de notre tracker sur les actions de la zone euro. L'indice de référence est l'Eurostoxx 50. Dans l'Eurostoxx 50 se trouvent les 50 actions les plus importantes de la zone euro. Donc si aujourd'hui l'Eurostoxx 50 gagne 1%, le tracker gagne aussi 1%. Si demain
l'Eurostoxx 50 perdra 1%, de nouveau, le tracker va aussi perdre 1%. Donc, avec un tracker, on ne fait que suivre un indice de référence, un indice sous-jacent. Il y a un univers de 12, mais ça ne veut pas dire que tous les 12 trackers se trouvent dans votre portefeuille. C'est toujours le comité d'investissement qui fait une sélection. Sur base des données actuelles, le comité d'investissement va déterminer, par exemple pour les actions, on préfère aujourd'hui le marché américain et le marché japonais. Et donc, on va seulement investir dans les actions américaines et les actions japonaises. Donc, c'est le comité d'investissement qui fait la sélection. Donc, un univers de 12 trackers. On précise aussi qu'il y a 10 profils de risque différents dans le Key Private. Il y a une autre caractéristique qui serait important de bien expliquer aussi, c'est la flexibilité que le comité d'investissement a au niveau de l'allocation des portefeuilles et qu'on ne retrouve pas toujours dans tous les systèmes de gestion. C'est cette possibilité de pouvoir faire varier le pourcentage des différents types de produits qui se trouvent dedans. Peux-tu nous expliquer? Oui, donc je pense que la flexibilité est aussi quelque chose qui est très positif pour le client, pour l'investisseur en Key Private. Ici, vous voyez les limites de risque qu'on accepte. Donc, par exemple, un profil 5, un profil équilibré et un profil 7, un profil dynamique. Le risque, ce sont les actions. Dans le profil 5, le maximum est à 50%. Donc, on ne peut jamais dépasser 50% pour les investissements en actions dans un profil 5. Pour le profil 7, le maximum est déterminé à 65%. Mais vous voyez aussi que le minimum est à 0%. Donc, si le comité d'investissement pense que les perspectives ne sont pas du tout optimistes pour les marchés boursiers, il y a quelques instants, on a regardé notre indicateur préféré, c'est-à-dire la moyenne mobile sur 12 mois. Si la majorité des indices se trouvent en dessous de leur moyenne mobile, le comité d'investissement va certainement réduire l'exposition aux actions dans les portefeuilles. Et par exemple, dans un profil 5, au lieu d'investir 50%, on peut arriver à un moment donné à investir jusqu'au maximum 20, 25, 30% en actions. Tandis que d'autres formules qui sont présentes sur le marché belge, on détermine toujours un minimum. Par exemple, on dit on ne va jamais dépasser à la baisse 35 ou 40% investi en actions. Donc il y a toujours un minimum qui reste dans le portefeuille. Et nous avons quand même cette flexibilité de vraiment réduire l'exposition aux actions quand les temps sont difficiles sur les marchés boursiers. Merci beaucoup, Geert. Alors, que retenir de notre solution Key Private? Donc, le Key Private est une gestion discrétionnaire proposée par Keytrade. Il existe 10 profils de risque différents. Donc, nous allons gérer en fonction du profil de risque du client. Nous utilisons des trackers, ce n'est pas un investissement directement en fonds actifs, c'est-à-dire des SICAV, ni en actions directement, ni en obligations, mais bien via ce qu'on appelle des ETF ou des fonds indiciels, des fonds passifs. Le Key Private est accessible à partir de 15 000 €. Vous pouvez y rajouter, bien entendu, à n'importe quel moment un montant complémentaire sur votre compte titre Key Private, tout comme vous pouvez également effectuer un versement mensuel sous forme d'un ordre permanent, donc de façon régulière. Pour ce qui est des frais, rappelons qu'il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais de transaction. Il n'y a que des frais de gestion qui sont prélevés et qui s'élèvent à 0,91%, TVA compris, sur base annuelle. Et je précise encore que pour ce qui est des taxes, il y a évidemment la taxe de bourse qui est d'application dès que l'on investit et qu'on achète ou que l'on vend un produit. Comme nous utilisons des trackers, la taxe de bourse n'est que de 0,12%. C'est d'ailleurs la taxe de bourse la moins élevée qui existe en Belgique, 0,12%. Sur quelques trackers, notamment les trackers en matières premières, la TOB est de 0,35%.
Il y a également la taxe sur les plus-values, c'est-à-dire le précompte de 30%, mais qui n'est d'application que sur la plus-value des trackers d'obligations. Alors, le service Key Private, c'est une équipe qui est vraiment dédiée à cette formule, à cette solution d'investissement. Vous pouvez donc nous contacter directement. Il y a une ligne téléphonique directe pour le service qui est le 02 679 91 11. Également une adresse email keyprivate@keytradebank.com. Et vous pouvez également prendre un rendez-vous dans l'un de nos bureaux à Ottignies ou à Bruxelles pour avoir des informations complémentaires sur le Key Private, également pour pouvoir y ouvrir notre formule en gestion. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Bien entendu, vous pouvez aussi ouvrir votre Key Private directement online via votre accès client. Il suffit de vous rendre sur la page Key Private de notre site keytradebank.be et vous verrez qu'il y a au départ une simulation. C'est le point de départ pour ouvrir un compte titre Key Private. Il existe une vidéo, un tutoriel disponible sur YouTube que vous pouvez retrouver en tapant comment ouvrir un compte titre Key Private et qui vous explique vraiment toutes les étapes pour procéder à l'ouverture du Key Private. N'hésitez pas bien entendu à nous contacter, nous pouvons vous envoyer également le lien par mail. J'espère que cette présentation était claire, complète, a répondu à toutes les questions que vous vous posiez par rapport à notre service en gestion discrétionnaire Key Private. Mais n'hésitez pas bien entendu à nous contacter si vous avez encore d'autres questions. Je vous remercie pour votre attention.